Washington ne s'y attendait pas. Depuis des décennies, les États-Unis considèrent les vastes ressources minières canadiennes comme une extension naturelle de leur propre approvisionnement stratégique. Le nickel, ce métal argenté essentiel aux batteries, à l'aérospatiale et aux technologies de défense, circulait sans entrave à travers la frontière. Mais aujourd'hui, Ottawa vient de briser ce pacte tacite. Mark Carney, premier ministre canadien fraîchement élu, vient d'annoncer une décision qui résonne comme un coup de tonnerre. Réduction drastique, voire suspension des exportations de nickel vers les États-Unis. L'annonce faite dans un discours solennel à Ottawa a immédiatement secoué les marchés. Le nickel, longtemps considéré comme une matière première secondaire face au pétrole ou au gaz, est devenu l'or stratégique du XXe siècle. Les grandes puissances le savent. Sans nickel, pas de batteries haute performance, pas de véhicules électriques, pas de missiles modernes. Et le Canada détient l'une des plus grandes réserves mondiales, principalement concentrées dans l'Ontario et le Manitoba. En un seul geste, Carney a transformé cet atout en arme géopolitique. À Washington, la Maison-Blanche a été prise de court. Les conseillers de Donald Trump, de retour au pouvoir, se sont réunis en urgence dans la Situation Room. Les mots qui circulaient étaient clairs. Menace directe, rupture stratégique, acte hostile. Les faucons du Congrès exigeaient déjà des représailles, certains allant jusqu'à proposer des sanctions économiques contre le Canada. Mais pour Carney, la logique était simple. Reprendre le contrôle des ressources canadiennes pour servir la souveraineté nationale. En réalité, cette décision ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, Ottawa observait avec inquiétude la montée des pressions américaines pour sécuriser à tout prix l'approvisionnement en métaux critiques. Les États-Unis, craignant une dépendance excessive à la Chine, avaient intensifié leurs achats au Canada, parfois en contournant les processus réglementaires locaux. Résultat, des tensions grandissantes entre les communautés minières canadiennes et les sociétés américaines, accusées d'exploiter sans retombées suffisantes pour l'économie locale. Carney, fin stratège, a vu là une opportunité politique. En se présentant comme le défenseur des ressources nationales face à un voisin trop gourmand, il gagne le soutien des provinces minières et renforce son image d'homme fort capable de tenir tête à Washington. Lors de son discours, il n'a pas mâché ses mots. Open quote. « Le nickel canadien appartient d'abord aux Canadiens. Nous ne laisserons plus nos richesses stratégiques partir sans condition, pendant que nos industries et nos emplois en souffrent. » Close quote. L'effet fut immédiat. Les analystes de Wall Street ont tiré la sonnette d'alarme. Les cours du nickel ont bondi de 15% en quelques heures. Les constructeurs américains de voitures électriques, déjà sous pression face à la concurrence chinoise, ont vu leur approvisionnement menacé. Les entreprises de défense, elles, redoutent des retards critiques dans la production de composants militaires. À Pékin et Moscou, en revanche, l'annonce a été accueillie avec un sourire discret. Toute fracture dans l'alliance nord-américaine est une opportunité pour les rivaux géopolitiques des États-Unis. Certains experts redoutent déjà que la Chine, grand importateur de nickel, ne profite de la situation pour renforcer ses liens avec le Canada, offrant à Ottawa des débouchés alternatifs et des investissements massifs. Mais pour Carney, le calcul est clair. Forcer Washington à négocier sur un pied d'égalité. Depuis trop longtemps, estime-t-il, le Canada a accepté un rôle de fournisseur docile, sacrifiant sa marge de manœuvre stratégique. Désormais, le message est limpide. L'accès au nickel canadien aura un prix. Et ce prix inclura des garanties pour l'industrie locale, des clauses environnementales strictes et peut-être même des concessions américaines sur d'autres dossiers commerciaux. Cette première salve ouvre une crise diplomatique d'une intensité inédite depuis la guerre du bois d'œuvre. Des diplomates des deux côtés de la frontière tentent déjà de calmer le jeu, mais la machine médiatique s'emballe. Les chaînes d'infos américaines parlent de trahison, tandis qu'au Canada, les éditorialistes saluent un geste historique. Dans les rues de Sudbury, capitale canadienne du nickel, les habitants affichent un mélange de fierté et de prudence. Oui, il est temps de protéger les ressources, mais la riposte américaine pourrait être violente. Et cette riposte ne se fera pas attendre.
Des fuites à Washington évoquent déjà la possibilité de tarifs punitifs sur l'acier et l'aluminium canadien, voire sur le bois et l'hydroélectricité. Certains conseillers trumpistes, connus pour leur approche America First radicale, poussent même pour un embargo sur certains produits canadiens stratégiques. Carney, lui, reste imperturbable. Conscient que la confrontation est inévitable, il prépare une série de déplacements en Europe et en Asie pour sécuriser de nouveaux marchés pour le nickel canadien. L'objectif est double, montrer à Washington que le Canada a des alternatives et se positionner comme acteur incontournable dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des métaux critiques. L'escalade ne fait que commencer. Derrière cette bataille commerciale se joue un affrontement beaucoup plus large. La redéfinition des rapports de force en Amérique du Nord. Washington ne supportera pas longtemps de voir son voisin du Nord agir en puissance indépendante. Mais Ottawa, porté par un sentiment croissant de fierté nationale, semble prêt à tenir le bras de fer. Et dans ce climat tendu, une question hante les stratèges. Jusqu'où le Canada est-il prêt à aller? Car si Ottawa persiste, le conflit pourrait dépasser le simple cadre économique pour toucher à la coopération militaire, énergétique et même diplomatique au sein de l'OTAN. Dans les capitales européennes, on suit l'affaire avec attention, conscient que chaque fracture dans l'alliance occidentale profite aux puissances émergentes. Pour l'instant, le monde retient son souffle. Le nickel canadien, jadis simple matière première, est devenu une arme dans un duel politique où se mêlent économie, stratégie et fierté nationale. Et ce duel ne fait que commencer. La décision d'Ottawa de restreindre les exportations de nickel vers les États-Unis ne restera pas sans conséquences. Le nickel, métal silencieux mais essentiel, alimente les batteries haute performance des véhicules électriques, les alliages militaires et les industries technologiques de pointe. Dès lors que cette ressource devient un point de levier stratégique, chaque mouvement s'inscrit dans une logique de pouvoir global. Depuis la chute des prix du pétrole, le nickel a grimpé au rang de nouveaux piliers de l'économie mondialisée. Le Canada, conservant d'importantes réserves, dispose désormais d'un atout convoité, mais pas unique. En effet, d'autres géants du secteur, notamment en Asie, pèsent lourdement sur l'offre mondiale, ce qui nuance la capacité de Ottawa à maîtriser totalement le marché. Néanmoins, en limitant l'accès américain à son nickel, le Canada inflige un choc industriel tangible. Au lendemain de l'annonce, Washington est plongé dans l'urgence. Au sein de la Maison-Blanche, les conseillers économiques décrivent un scénario alarmant. Interruption d'approvisionnement susceptible de ralentir des chaînes de production CLEF, des véhicules électriques aux armements. Pour Carney, c'est un levier de poids. Il ne s'agit pas simplement d'un acte de nationalisme, mais d'une stratégie réfléchie pour diversifier les partenariats et attirer de nouvelles alliances. Carney présente la mesure comme une réorientation stratégique des ressources, imposant de nouvelles exigences, priorisation aux projets créant de la valeur au Canada, protection environnementale stricte, liens industriels renforcés avec les communautés locales. Ce cadrage modéré le protège politiquement tout en envoyant un message fort à Washington. Les ressources canadiennes ne sont plus un approvisionnement passif. Parallèlement, Ottawa multiplie les démarches diplomatiques. Des accords commerciaux sont accélérés avec l'Union européenne, des négociations rapportées avec des pays d'Asie-Pacifique sont intensifiées et des co-investissements pour le raffinage du nickel en territoire tiers sont envisagés. Le but, prouver au monde que le Canada a des alternatives crédibles et que ses exportations ne sont pas irrémédiablement liées à la Maison-Blanche. Sur le front des prix, le choc est immédiat. Le nickel connaît une flambée, provoquant frissons et opportunisme. Si certains investisseurs s'en réjouissent, les industries utilisateurs, constructeurs automobiles, fabricants de batteries, s'inquiètent. Il n'y a plus moyen de considérer le nickel comme une commodité interchangeable. Il devient un enjeu de souveraineté. Les États-Unis réagissent à deux niveaux. D'une part, des plans d'urgence sont adoptés. Subventions pour développer des ressources nationales alternatives, accélération de partenariats avec d'autres producteurs mondiaux. D'autre part, dans les couloirs du Congrès, des voix s'élèvent pour qualifier Ottawa de partenaire devenu adversaire. L'escalade verbale s'intensifie,
même si certains décideurs plus diplomates appellent à tempérer les tensions. Dans les médias conservateurs américains, on qualifie la manœuvre canadienne de trahison énergétique. Au Canada, pourtant, les commentateurs parlent de moments historiques, la déclaration d'un leadership indépendant prêt à défendre son avenir industriel. Du côté global, le jeu se transforme. En Asie, certains États ressources commencent à négocier en position de force, voyant dans le bras de fer nord-américain une occasion de remodeler les rapports de dépendance. Pour eux aussi, la ressource devient un levier géostratégique, non plus un simple produit d'exportation. Quelques semaines plus tard, Carney organise un sommet économique à Ottawa sous l'égide de la diversification. Présentant sa vision de long terme, il met en scène des représentants européens, asiatiques et d'Afrique, tous intéressés par un partenariat structurant. Chaque accord signé renforce l'idée que le nickel canadien peut circuler sans passer par Washington. Les États-Unis, prompts à réagir, hésitent cependant. Agir de manière trop agressive risquerait de rompre les chaînes industrielles qu'ils ne peuvent pas remplacer rapidement. Surtout dans des secteurs critiques comme la défense ou la transition énergétique, les marges sont étroites. Pour l'instant, Trump adopte un ton dur à l'extérieur, sans céder à la provocation domestique de certains conseillers. La guerre du nickel, désormais, prend une dimension nouvelle. Ce n'est plus seulement un différend tarifaire, mais une confrontation d'influence. Chacun des deux partenaires doit réajuster ses alliances, ses stratégies d'approvisionnement et même sa narration politique. Pour le Canada, c'est un pari sur l'autonomie économique. Pour les États-Unis, une alerte. Même les ressources les plus stratégiques peuvent être monnayées dans des jeux géopolitiques. Et le monde regarde, intrigué par cette répétition d'un bloc contre l'ancien hégémon. Alors que les vidéos de Carney serrant la main à d'autres dirigeants circulent sur les réseaux sociaux, Trump apparaît dans un plan filmé, visiblement irrité, face à des journalistes lui demandant si le Canada est devenu un ennemi. Le contraste de posture est abrupt. Le premier ministre canadien confiant, le président américain sur la défensive. Les prochains mois détermineront la suite. Deux scénarios se dessinent. Le premier, une désescalade négociée, avec échange d'avantages et reconduction de l'approvisionnement dans des conditions plus floues, mais stables. Le second, la persistance d'une tension, poussant chaque partenaire à restructurer profondément ses chaînes économiques au prix d'une inflation technologique et industrielle. Dans les deux cas, c'est une redéfinition des liens Canada-États-Unis qui s'annonce. Et même au-delà, l'enjeu soulève une question existentielle. Jusqu'où un allié proche peut-il rester un partenaire sans perdre son autonomie? Le Canada semble répondre que les temps du statu quo sont révolus. Le nickel n'est plus un métal, c'est un signal d'émancipation. Souhaites-tu que je transforme ce texte en script voix off plus chapitrage vidéo ou que je t'en fasse une version courte, punchy, de 700 mots? Dis-moi ce que tu préfères.